chromatique. Et c'est la peinture picturale. Vous oubliez le dessin, vous oubliez la plastique. Et ceci est dû à la ville elle-même. C'est une ville spéciale, Venise. C'est particulier. C'est une ville séduisante comme Constantinople, Bagdad, Pékin, Samarcande. Donc Venise, qui était un empire, qui était, excusez-moi, une république, devient un empire et donc est tournée vers la mer. Et donc pas du tout orientée comme Rome et Florence. Donc le temps change, l'air est chargé de bruine. Et vous avez tout un jeu de vibrations, de reflets sur la mer avec les palais tout en horizontal. Vous avez une ambiance chaude, dorée, ambrée. Et vous allez retrouver toute cette couleur et cette luminosité dans les tableaux. Voilà. Mais avec Venise, la couleur va structurer. Chez Giorgione, nous n'avons pas de scènes dramatiques, mais des présences, presque des motifs. En fait, c'est plus proche d'une musicalité que d'une architecture. Avec Danaé recevant la pluie d'or, l'expression est donnée par la couleur et la lumière. La couleur absorbe la lumière. On a une matière lumineuse. Avec le couronnement d'épines, c'est la touche qui importe. À la fin, ce sont plus des ambiances que des sujets. À présent, venons-en au Tintoret qui était plus modeste. Il n'était que le fils d'un teinturier. C'est un nouvel artisanat, une nouvelle manière de peindre. Il crée une expression nouvelle, il l'exprimait d'ailleurs avec une grande rapidité. Mais ce sont plus des effets de lumière que des effets de couleur. En fait, son schème, c'est un événement qui se produit dans quelque chose d'ordinaire. Il y a une perspective aérienne, une perspective ouverte, une étendue. Et cela nous conduit vers le luminisme et le baroquisme. Nous faisons une pause, Madame Dagan. Oui, si vous voulez. Bon, je vais dans la cuisine. Vous ne me parlez pas. Des fois, je comprends rien à ce qu'elle dit, Madame Dagan. Oui, je comprends. Moi aussi, au début, j'avais du mal à suivre. En plus, son écriture est illisible. On n'arrive pas à la relire. Madame Dagan, Oui? vous savez, je vous avais dit que je voulais écrire. Oui, mais vous savez aussi ce que je vous ai dit. Pour bien écrire, il ne faut pas s'attacher au lexique et au vocabulaire. Il faut suivre son discours intérieur. Trouver un sujet qui soit accordé à votre polarité. Trouver un grelot, son grelot. Bon, reprenons. Mais vous m'avez parlé, Thomas. Mais bon, c'est fatigant de parler. Bien. Nous allons aborder le Gréco. Mais avant, nous allons parler du maniérisme. Pourquoi? Vous le comprendrez tout à l'heure. Le maniérisme se développe dans toute l'Europe. Il apparaît à Rome, à Florence. Il devient aussi important que le gothique international. Il devient un style. À l'époque, ce n'était pas jugé de façon péjorative comme ça l'est maintenant. En fait, c'est un courant contre Raphaël. C'est un anticlassicisme. Ils vont se détacher de l'observation et du lien avec la réalité vécue. Donc ils vont partir de la forme de Michel-Ange et de la picturalité de Venise. Ils partent d'une vision abstraite et ils vont la concrétiser. Tout maniérisme est stylisation. Les maniéristes, en fait, sont des éclectiques. Pour le Gréco, le maniérisme va être un élément de son style. Le Gréco était en fait un grec de la Crète qui appartenait alors à Venise. Évidemment, il a été formé à l'école de Venise. Mais avant, il était influencé aussi par Byzance. Il a une facture assez extraordinaire. Il approfondit son expression dans l'atelier de Titien et il voit travailler le Tintoret. Chez lui, c'est très lyrique, c'est même contemplatif, plus que dramatique. Avec le Christ chassant les marchands du temple, nous voyons l'évolution de son style, de Venise à Rome et de Rome à Tolède. Il pratique en fait par soustraction. Il va vers la concision. Ses personnages s'allongent, ce qui le rapproche du maniérisme. Ses couleurs sont dissonantes, mais ce n'est pas discordant. C'est plutôt expressionniste. Et enfin, son Christ est un pantocrator. C'est symbolique. Ce n'est pas humain. Il ne faut pas y chercher un réalisme. Bon, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Gréco. Bonjour, madame. Bonjour madame, voilà.
Je vous rapporte votre livre. Ah, merci. Entrez, je vous en prie. J'y tenais beaucoup. J'y tenais, vous comprenez, c'est mon dernier exemplaire. Et puis, comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai largement contribué à sa réalisation. Alors, je voulais le récupérer. Oui, mais Alexandra était très fâchée. Je crois que vous l'avez contrariée. Pourtant, au début, elle espérait Mais beaucoup en écoutez, votre enseignement. Écoutez, Au début, mais c'est vraiment dommage. Dites-lui donc de revenir. je ne crois pas que vous la reverrez. Ce qui l'a beaucoup peiné, c'est ce que vous lui avez dit sur son père, que son père était un mauvais réalisateur. Mais je n'ai jamais dit qu'il était mauvais. Il se trouve simplement que c'est une œuvre de second plan. Elle aime beaucoup son père, elle lui est très attachée et... Bon. Je tenais à vous restituer votre ouvrage. À cela, j'y tenais beaucoup. Et je vous en remercie. Je n'oublierai pas votre geste. Au revoir, madame. Au revoir et merci infiniment de vous être déplacée. Alors, vous avez récupéré votre livre, Madame Ah Dagan? oui, oui, mais ne parlons plus de ça. Ah, vous savez quoi? Alexandra est partie sans payer son ardoise. Tout de même, elle n'est pas restée très longtemps, mais enfin tout de même. Vous vous souvenez de cette manie qu'elle avait de boire tout le temps? Enfin, on n'a jamais vu ça. Ce sont des modes, tout ça, ce sont des modes. Bon, revenons à notre sujet. Le film La prise de pouvoir par Louis XIV. Bon, alors, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que ni l'une ni l'autre, vous n'ayez souligné ce mélange qui est proprement rosselinien de grandeur et de familiarité. Vous êtes complètement passé à côté. Une fois de plus, hein. Bon, par contre, vous m'avez bien montré que c'était à l'opposé de la Cléopâtre de Mankiewicz. Ça, c'est très bien. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Thomas. Figurez-vous qu'il est venu m'apporter une de ses œuvres, si vous aviez vu ça. C'est petit, c'est minable. En fait, c'est un collage de petites lettres les unes à côté des autres. Ça n'a aucune signification, ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut rien dire. Bon, il m'a dit que c'était une mosaïque. Vous vous rendez compte? Comment comparer ça à Byzance? À une mosaïque de Byzance? C'est un collage. Ça n'a aucune unité, il n'y a rien là-dedans. Il n'a rien compris au cours. Moi, je crois qu'il ferait mieux de trahir son bachot. Oh oui, ça c'est sûr, hein. De toute façon, c'est pas un artiste, hein. Ah non, alors, ça pas du tout, je confirme. De toute manière, pour moi, c'est les faits qui comptent. Et il n'y a que les faits qui comptent. Voilà. En fait, je crois que ce qu'il aime, c'est se promener au volant de sa guimbarde entre la province et Paris. Ah, il y a peut-être Anguille sous roche. Mais non, il n'a pas d'amis, mais non. Maintenant, abordons le XVIIe siècle. Le critère, c'était la manière dont chacun représentait le patrimoine. Ainsi, avec Georges de la Tour, l'emprunt d'un grand nombre de sujets au Caravage est indiscutable. Mais son expression est à l'opposé du Caravage. La Tour peint des ambiances. Ces personnages sont absolument immobiles. Ils sont dans un état de recueillement immédiat. La lumière est translucide, il fait des volumes à plat. C'est extrêmement simplifié, mais du coup, c'est très expressif. À ce moment-là, l'Italie n'est plus en tête. C'est un lieu de pèlerinage. Allons vers les régions plus septentrionales, vers la Flandre, avec le climat des Pays-Bas. Abordons donc le baroque avec le lyrisme de Rubens. Car Rubens est lyrique, c'est-à-dire qu'il exprime des sentiments. Lui, c'est la corne d'abondance. C'est construit en spirale. Chez lui, nous avons la courbe et la contre-courbe. Des personnages de dos et de face qui